retrouver comme chaque semaine dans le débrief sur Midi en TV Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de la question de l'habitat en Afrique, en particulier dans les pays de l'UEMOA. La région compte aujourd'hui 10 millions d'habitants, un chiffre qui devra passer à 220 millions dans les 20 ans, soit le double. La plupart de ces habitants seront dans les grandes villes avec une forte et rapide urbanisation dans la région. Ces tendances risquent d'aggraver d'importants déficits de logement dans les pays de l'Union et principalement au détriment des ménages à revenus modestes. Si l'on prend l'exemple du Sénégal, le taux d'urbanisation est passé de 25% en 1960 à 45,2% en 2013 et ne cesse plutôt d'augmenter de nos jours. Une bonne politique pour la gestion de l'habitat s'impose donc. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau Momar Ndao. Il est le président de l'Association des consommateurs du Sénégal, l'ASCOSEN. Merci Monsieur Ndao. Merci beaucoup Madame de votre invitation. Et Jean-Pierre Dien, secrétaire général de l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Merci à vous aussi de nous avoir. Voilà. Comme je vous le disais, l'habitat est un sujet à réflexion au Sénégal en raison du déficit de l'offre de terrains aménagés pour les demandeurs de logement. À cela s'ajoute un développement urbain, spontané et même parfois anarchique de certains espaces dans les grandes villes, à Dakar en particulier. Et une loi portant sur la baisse des loyers de 4 à 29% a été promulguée le 22 janvier 2014. Où en est-on justement avec l'effectivité de l'application de cette loi, Momar Ndao? Oui, merci de votre question. C'est une des lois les mieux appliquées au Sénégal. Vous savez, il y a des lois qui disent qu'il ne faut pas prendre de sens interdit, il ne faut pas voler, il ne faut pas tuer. Et pourtant, tous les jours, les commissariats sont pleins de gens qui ne respectent pas le code de la route ou qui font qui font des entorses à la réglementation. Maintenant, l'évaluation que nous avons faite a permis donc de voir, parce qu'en fait, la loi a été bien appliquée parce que celui qui était chargé de l'application de la loi, c'était d'abord le locataire. Et ce que nous avions dit aux gens, c'était très simple. Vous payez 100 000 francs, à la fin du mois, vous donnez 71 000 francs donc, à votre bailleur. Ça veut dire que c'est vous-même qui appliquez la réglementation. Cependant, il y a quelques problèmes. Je vais vous en citer quelques-uns. Vous voyez, c'est une loi qui a été adoptée à l'unanimité. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu d'abstention. Opposition comme pouvoir, tout le monde a adopté la loi. Ce qui se passe, vous voyez des locataires qui disent à leur bailleur « J'ai droit à 29 000, mais ce n'est pas grave, ne diminuez que de 5 000 francs. » Que voulez-vous qu'on fasse pour ces gens-là? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous voyez des gens qui ne baissent pas la loi, qui ne baissent pas le loyer, et d'autres qui ne font rien pour respecter. C'est-à-dire qu'ils ne saisissent personne pour se plaindre du non-respect de la loi. Je pense que si quelqu'un vous agresse dans la rue, comme il y a une loi qui interdit cela, vous allez à la police. Mais si on vous agresse dans la rue, que vous croisez les bras en disant « Oui, mais la loi contre les agressions, elle n'est pas appliquée, il n'y a pas de suivi », je ne comprends pas. Donc c'est ça le Sénégal. Nous nous sommes battus, je donne un exemple, depuis 2009, il n'y a pas eu de variation sur les prix du transport qui sont fixés par décret du président de la République. Et c'est le décret de 2009 qui a fixé les prix du transport. Pourtant, vous entrez dans les transports en commun au Sénégal et les gens, parfois, mettent en application des hausses qui ne sont nullement autorisées. Et quand vous voyez quelqu'un se lever pour dire « Non, je ne suis pas d'accord », les autres lui disent « Non, c'est seulement 25 francs ». Autre élément, vous voyez donc des gens qui se disent que je suis chez lui, je suis dans sa maison. S'il me dit de sortir, je sors. Or, ce que j'ai toujours expliqué depuis 2014, qu'on a baissé le prix du loyer, c'est que le bailleur est un commerçant. Et en tant que commerçant, la chose louée ne lui appartient plus parce que c'est un service qu'il vous donne. Et c'est un contrat qu'il signe avec le preneur. Une fois qu'il vous loue la maison, il n'a même pas le droit d'y entrer sans votre autorisation. Donc on ne peut pas dire que c'est sa maison. C'est comme quelqu'un qui vend du riz, qui dit non, c'est mon riz. Je l'ai acheté, c'est mon riz. Vous venez lui dire je veux 1 kilo de riz. S'il vous dit non, c'est mon riz, je ne vous vends pas, il va être verbalisé.
parce que la réglementation dit que c'est un refus de vente. Parlons de réglementation. On a comme l'impression depuis 3 ans quand même que cette loi a été promulguée. L'application pose problème, Monsieur Dieng, surtout par rapport au suivi. Si on revient à cela, qu'est-ce qu'il en est? Vous, en tant que consommateur, sentez-vous vraiment cette baisse des loyers? Je vous remercie. Je vois que mon ami Momar argumente pour expliquer les éventuels effets négatifs de cette loi en mettant tout sous le dos du consommateur. Bon, c'est un argument, mais j'aurais aimé que ces arguments soient étayés d'éléments concrets, parce que l'État qui est à l'origine de cette loi a tous les instruments d'évaluation possibles et imaginables pour vraiment donner des gages de réussite dans l'application de cette loi. Ce n'est pas le cas. Parce que quand il explique que les locataires qui ne revendiquent pas, les locataires qui acceptent ou d'autres, disons, arguments donnés pouvant expliquer un peu se laisser aller, je pense que ce n'est pas bon pour nous qui disons que cette loi a fait plus de mal que de bien, dans la mesure où les réclamations continuent, les instruments que l'État a mis en place, tels que le téléphone vert, ne marchent pas, les services en charge des réclamations sont submergés parce qu'il n'y a pas que ça comme travail à faire. Depuis 3 ans, les effectifs n'ont pas augmenté et c'est un surcroît de travail. La répartition des tâches par rapport aux services sont nombreux. Vous avez la direction du commerce intérieur, vous avez la direction générale des impôts, vous avez les juges ou le juge des loyers. Vous avez beaucoup d'intervenants et c'est des dossiers qui, comment on dit, qui sont là-bas et qui augmentent chaque jour. Et le locataire ne peut pas, face à quelqu'un qui le menace, passer tout son temps dans des dédales de l'administration pour avoir gain de cause. Il est résigné. Et suite à tous ces problèmes, vous avez demandé la mise en place d'un observatoire qui va assurer le suivi de la loi. Exactement. L'observatoire de l'habitat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut une centralisation de tout ce qui touche à l'habitat pour qu'on ait au moins un centre où les décisions peuvent se prendre, comme vous avez l'Observatoire de la qualité et des services financiers qui s'occupent d'assurance, d'institutions microfinances, etc. Mais ici, nous demandons ça parce que vous avez des problèmes de foncier, vous avez des problèmes au niveau de l'application de la loi et ces différents services qui n'appartiennent pas toujours au même département ministériel. Donc, le problème se pose. Et s'il y avait cela, vous auriez des statistiques. Par exemple, j'aurais été bien heureux que mon ami Momar me donne des statistiques en me disant il faut taper sur Google parce que comme il s'y connaît, il donne en tout cas la direction à prendre pour regarder au niveau de l'Internet pour avoir la réponse. Ça aurait été un argument très important. Mais aujourd'hui, je pose la question, est-ce que ces éléments d'appréciation pour dire que la loi a été appliquée à X%, j'aurais bien aimé qu'il me donne les montants, parce que j'aurais entendu des montants, mais je me suis dit non. Momar n'a pas dit que ça allait être
80% ou 70%, le connaissant, il aurait donné des arguments de haute facture. Nous allons poser la question à Momar Ndao. Votre camarade vient de vous interpeller par rapport aux statistiques. Il veut des chiffres bien fournis. Et aussi à cela s'ajoute la politique que je vous demande. Quelle politique pour l'accès à un habitat social à un prix adéquat? Voilà. Alors, donc, pour mesurer la mise en œuvre du loyer, de la baisse du loyer, nous nous sommes basés sur le taux de réclamation, c'est-à-dire sur le taux de gens qui ont eu des problèmes avec leur bailleur. Il y avait donc deux niveaux de réclamation. Donc il y a un niveau de réclamation au niveau du ministère du Commerce, qui a reçu 11 476 coups de fil, dont environ 10 000 réclamations. Le reste, c'était des demandes de renseignement. Nous, au niveau de l'association des consommateurs, nous avons donc reçu 5 851 réclamations. Donc, si vous prenez le total, ça fait environ 15 000, 16 000. 16 000 et quelques réclamations que nous avons reçues. Bon, si vous avez 16 000 réclamations, pour une moyenne de 10 personnes par ménage, ça fait à peu près 160 000 personnes mécontentes. Donc, on a l'impression que tout le monde est mécontent. Mais ces 16 000 réclamations sur 196 400 logements en location à Dakar, selon donc, les chiffres de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie, qui dit que donc il y a 16 400, donc qu'il y a 196 400 logements en location à Dakar sur 381 000 logements, d'accord? Donc cela veut dire que si vous prenez ce montant-là et que vous le rapportez au nombre de logements en location à Dakar, on est à peu près à 8% de mécontents, de gars qui ont des problèmes avec leur bailleur. Et que faites-vous par rapport à ça? Je vous donne toujours les statistiques, vous allez voir. Maintenant, ces personnes, c'est à peu près 16 000 personnes qui sont en difficulté avec leur bailleur. Nous avons traité les réclamations et 97% de ces réclamations ont été traitées en faveur du locataire. Ça veut dire qu'au finish, ce qui reste représente environ un peu moins de 2% de personnes qui ont eu des problèmes avec l'application de la baisse des loyers qui n'ont pas été résolues parce qu'elles n'étaient pas dans leurs droits ou bien parce qu'elles se sont levées tard, etc., etc., etc. Donc, une loi qui est appliquée à près de 98%, pardon, il y a moins de 2%, donc est une loi qu'on ne voit pas tous les jours. Mais s'il y a 160 000 personnes qui se sentent concernées par la problématique, parce qu'il y a 16 000 réclamations et qu'on multiplie par 10 pour avoir le nombre de personnes qui habitent dans une maison, on a l'impression que tout le monde est mécontent. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ceux qui disent avoir des problèmes sont de cette nature-là. C'est les gens qui disent « j'habitais quelque part, je suis sorti parce que j'ai voulu changer, ou bien je suis sorti parce qu'on m'a demandé de sortir, et quand je suis allé ailleurs, on m'a proposé un autre prix, et j'ai trouvé que c'est cher. Et que donc, par conséquent, les prix n'ont pas baissé. » D'abord, lui, il n'aurait jamais dû sortir, parce que la loi est tellement précise sur les cas pour lesquels vous pouvez sortir un consommateur, que c'est presque impossible de sortir un consommateur qui paye régulièrement. Si vous voulez, je peux vous donner tous les détails de ce que disent les textes qui empêchent de faire sortir quelqu'un comme ça. Je pense que ça va intéresser ces nombreux Sénégalais qui sont en train de nous regarder. Vous ne pouvez pas sortir quelqu'un, vous ne pouvez le faire sortir que si vous êtes dans une période triennale. Ça veut dire quelqu'un qui arrive le 1er janvier 2014, il aura sa première période triennale le 1er janvier 2017. Ça veut dire que vous ne pouvez lui demander de vous restituer la maison pour congé que 6 mois avant le 1er janvier 2017. Et pour cela, il y a ces conditions à remplir. D'abord, il faut que ce soit vous qui y habitez, ou bien votre épouse, ou votre fils ou votre fille, ou la fille ou le fils de votre épouse, ou bien le père ou la mère de votre épouse, ou bien votre père ou votre mère. Vous ne pouvez même pas faire sortir quelqu'un pour mettre votre frère.
de même père et même mère. Et beaucoup de gens ne le savent pas. C'est la réglementation. Nemo concentur ignorare legem. Nul n'est censé ignorer la loi. Mais est-ce que vous avez fait assez de communication exactement, en ce sens pour informer les populations? Depuis 2014, je suis passé sur tous les plateaux de télévision nationaux et internationaux. D'accord? Je vous dis, pour parler de la problématique du loyer. Mais ce qui se passe, c'est que le Sénégalais, il croise les bras. Je vous ai donné juste quelques cas. L'autre élément, pour faire sortir quelqu'un, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle une démolition-reconstruction. Ça veut dire que vous rasez la maison et vous la reconstruisez. Si vous faites des carreaux ou si vous faites des travaux, vous ne pouvez pas le faire sortir. Troisièmement, si vous dites que vous devez y faire entrer votre épouse, par exemple, ou votre fils, vous devez dire mon fils Moussa Diop, né le tel, adresse tel. Et si la personne, que ce soit vous ou la personne qui doit y habiter, il réside moins de 2 ans, vous devez rembourser 2 400 000 francs CFA au locataire que vous avez fait sortir s'il payait un loyer de 100 000 francs par mois. C'est-à-dire que vous devez lui donner 24 mois de loyer. Donc le consommateur est tellement protégé. Mais comment voulez-vous que quelqu'un se réveille pour vous dire sortez, vous sortez? Et après vous allez dire oui, le nouvel local qu'on m'a donné est cher. Sur quelle base? Or, le prix du loyer, il n'est pas fixé ex nihilo, il est fixé sur la base d'un calcul qui est fixé par décret. Ça veut dire que votre bailleur, vous pouvez tous les jours, au moment où vous le voulez, revenir pour lui dire moi je ne suis pas d'accord avec le loyer que vous m'avez proposé, en tout cas que je suis en train de vous payer. Et à ce moment-là, vous allez voir le juge qui va ordonner une expertise et on va voir si la surface corrigée confirme le loyer. Personne ne le fait. Nous allons vous comprenez, les gens sortent parce qu'on leur dit de sortir. Comment voulez-vous que vous restez dans votre maison, vous ouvrez toutes les fenêtres, le voleur vient, vous lui donnez tout, après vous dites oui, il n'y a pas de suivi. Est-ce que vous pensez que l'État peut entrer dans chaque maison, demander est-ce que les gens vont baisser les lois? Vous savez ce qui va se passer? Si vous dites ça, ils vont vous dire oui, ils ont baissé. Et quand vous partez, ils vont dire voilà, on ne pouvait pas le dire. Juste pour conclure sur ça, voilà. Le prix du gaz, aujourd'hui, il est de 2 885 francs la bonbonne de 6 kg. Je suis persuadé que vous ne l'achetez pas à ce prix-là. Parce que les gens, ils vont à la boutique, on leur propose ça à 3 000 francs ou à des prix plus élevés que 2 885. Ils achètent, ils vont chez eux, ils se taisent. Après, ils disent, oui, les consommateurs, ils n'ont rien fait. Le prix du gaz, il était à 3 500. À un moment donné, ça coûtait même 3 700. Aujourd'hui, il est 2 885. Donc, autrement dit... Ils ne dénoncent pas parce que s'ils dénoncent, le boutiquier ne va plus leur prêter une bonbonne de gaz ou une petite bouteille de je sais pas moi, ou bien une baguette de pain quand le mari n'est pas là et qu'il y a des problèmes. Donc c'est ces gens qu'on doit défendre. Des personnes qui ne veulent pas prendre la responsabilité de dénoncer. Et s'ils prennent la responsabilité de dénoncer, ils vous disent que le boutiquier ne sache pas que c'est moi qui lui ai dénoncé. D'accord. Et bon, selon les propos de Momar Ndao, le consommateur, il est responsable de ce qui lui arrive. Partagez-vous ces propos. Et que pensez-vous des chiffres qu'il a avancés par rapport aux statistiques? D'abord, j'ai l'impression d'avoir mon ami fonctionnaire de la République en charge de l'application de la baisse des loyers, mais malheureusement qu'il n'est pas bien protégé, lui, par rapport à la République. Parce que les arguments qu'il a donnés, la République a les instruments techniques pour que ces arguments qu'il donne, on puisse les rendre officiels. Parce qu'une loi à l'avantage des consommateurs qui est respecté à 92%, c'est vraiment l'idéal. 98, c'est extraordinaire. On aurait dû avoir, comme le fait rapidement, aime bien souvent le faire l'État, livre blanc, rapport de ceci, remis officiellement au président de la République. Dans les sites, on voit tout ça. On ne voit rien de ça que mon ami Momar, qui se tue à défendre ce projet de loi, qui est une bonne chose, mais se tue à expliquer qu'elle a réussi. Aujourd'hui, on aurait dû dire, on a remis au président de la République un rapport officiel, mais certifié par
l'Agence nationale de la statistique de la démographie, par le ministère du Commerce, par le ministère des Finances, à travers la Direction générale des impôts et du ministère de la Justice. Aujourd'hui, rien. Parce que vous avez des associations de consommateurs qui contestent, qui disent « Attention, Monsieur le Président, si vous prenez ce rapport, il sera contesté parce qu'il n'y a aucun élément technique. » L'avez-vous déjà fait et qu'est-ce que vous avez reçu comme réponse Rien. de la part des autorités? On a fait des conférences de presse, on a parlé de ça. Bon, on a heureusement, parce qu'entre gens civilisés, on ne dit pas c'est la faute à Momar, c'est la faute à Jean-Pierre. Non. Momar, dans son argumentaire, les éléments qu'il a, plaident en faveur de ce qu'il dit. Puisqu'il dit les plaintes reçues. Mais les plaintes reçues par rapport à quoi? S'il dit par rapport à la direction régionale de Dakar, peut-être c'est 98%. Mais dans les autres régions, dans les maisons de justice, etc. Donc moi, c'est la fiabilité. Parce que sinon, les réclamations continuent à nous parvenir. Les échos de la rue sont là. L'État est bien outillé pour savoir si ce qui se dit est effectif ou pas. Parce qu'elle se rend compte qu'il y a non seulement un manque de communication, puisqu'il l'a dit. S'il est seul à se tuer sur les plateaux pour expliquer aux gens comment faire pour qu'on ne vous gruge pas en tant que bailleur, etc. Mais il a fait partie d'une commission qui a établi 23 mesures d'accompagnement. On parle de ça depuis 3 ans. Parmi ces mesures d'accompagnement, on parle de réglementer la profession de courtier, d'agent immobilier et autres. Nous y sommes impliqués en tant qu'Union nationale des consommateurs en créant, je dis bien en créant, 2 structures, la Fédération des agences immobilières et courtiers du Sénégal et l'Association nationale des agences immobilières du Sénégal, parce que c'était dans les recommandations qu'il fallait. Toujours dans cette commission. Voilà, parce que c'était un extrait. Non, c'est pas dans cette commission, mais c'est un extrait des recommandations qui dit qu'il faut les organiser. Mais avez-vous été associé à ces commissions? Jamais. En tout cas, pas l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Pourquoi cela? Il faut vraiment comprendre. Par rapport aux statistiques, j'aurais bien aimé y répondre parce que... Non, sur les statistiques officielles, sur le fait que l'État mette son sceau dans tes arguments. Voilà. Non, je vais vous expliquer. À l'origine, la commission pour la baisse des loyers était composée de 5 personnes. Quand le président a décidé, il y avait Ibader Thiam, Momar Ndao, le président honoraire de la Chambre des notaires, Moustapha Ndiaye. Il y avait le conseiller technique juridique donc, du Premier ministre. Ensuite, il y avait un expert immobilier. On était 5. Et cet expert immobilier, il était censé représenter... les experts. Voilà, mais il n'y avait pas de consommateur à la table. Non. Moi, je suis consommateur, non? Ou bien oui, mais avec une... Bon, alors, donc, et quand on a fait la première réunion, on a dit, puisque j'ai une deuxième casquette, donc on aurait souhaité qu'on fasse venir une autre association de consommateurs. C'est ainsi qu'on a fait venir une association de consommateurs qu'on appelle Association des consommateurs Association des locataires du Sénégal. C'est moi-même qui ai proposé qu'ils viennent et j'ai appelé le président, etc. Ils sont venus et ils étaient membres des travaux. Il y a 23 associations de consommateurs. Comme c'était une association de consommateurs qui était spécialisée dans le loyer, et c'était la seule qui était une association de locataires, on les a associés. On ne pouvait pas associer les 23 associations de consommateurs. Moi, déjà, j'y étais, plus l'association qui est chargée de défendre les locataires. Donc, on ne pouvait pas dire que les consommateurs n'étaient pas bien représentés. Il n'y avait pas d'association de bailleurs, parce que les bailleurs n'avaient pas encore d'association. D'accord? Donc, ça, c'est pour expliquer. Hein?
Donc si Jean-Pierre n'est pas là-bas, si l'association des locataires est là-bas, c'est comme s'il est là-bas. Parce qu'ils ont tous pour objectif de défendre les consommateurs et eux sont spécialisés dans le loyer. Bon. Maintenant, sur les statistiques, le ministère du Commerce a donné carrément les statistiques des réclamations reçues. Parce qu'en fait, pour mesurer une chose, il y avait deux manières de mesurer. C'était d'aller dans chaque maison et de demander ce qu'ils ont baissé. C'est une mauvaise idée. Si vous le faites, ils vont vous dire oui, ils ont baissé ça, parce qu'ils auront peur des représailles. Mais quand même, c'est pas tout le monde. Hein? Oui, non, mais c'est vrai, c'est pas tout le monde, mais les gens vont le faire. Parce que quand quelqu'un vous appelle pour vous dire mon boutiquier me vend le gaz à un prix élevé, mais qu'il ne sache pas que c'est moi qui vous ai appelé. C'est comme ça que fonctionne le Sénégalais. Et tant qu'il fonctionnera comme ça, on aura toujours des problèmes pour appliquer des décisions. Ça, c'est la base. Quand vous dites à quelqu'un, vous avez le droit à 29 000 francs de baisse, il dit à son bailleur, non, baissez seulement de 5 000. Ou bien, ce n'est pas la peine de baisser. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette personne qui refuse de prendre son droit? Voilà ce qu'on vit. C'est pourquoi nous avons quelques difficultés. Mais la réglementation est très claire. Si le bailleur vous fait un prix supérieur au prix qu'il aurait dû vous faire, il risque jusqu'à 6 mois de prison s'il est récidiviste. Et 3 mois de prison pour la première fois. Et rapidement, avant qu'on ne passe au prochain point, les gens ne font rien. Vous êtes satisfait de sa réponse? Bon, alors je continue. C'est à vous. Est-ce qu'il a donné les statistiques? J'ai donné les statistiques. Non. Vos statistiques, mais ceux de l'État. Non, l'État a donné ses statistiques en disant qu'on m'a appelé, moi, État. Près de 15 746 fois. Et sur les 15 746, il y a 11 249 réclamations. Les autres, c'était des demandes de renseignement. Ça, c'est les statistiques officielles du numéro vert mis en place par le ministère du Commerce. Qui ne fonctionne pas depuis Mathusalem. Oui, non, mais attendez. Les médias sont là pour l'attester. Oui, non, on est d'accord. C'est-à-dire que... Rapidement, avant qu'on ne passe au... moi, je donne juste les faits. Nous, on continue toujours de traiter les dossiers. On n'a pas de numéro vert, mais aujourd'hui... Même si vous allez à la police, on vous dit allez à la SCOSEN, pour vous dire. Donc nous traitons les loyers en permanence. Aussi, il y a un autre fait, celui du taux d'urbanisation. Je le disais tantôt à l'entame de mes propos. Il est passé de 25% en 1960 à 45,2% en 2013 et ne cesse d'augmenter de nos jours selon le président Macky Sall qui a lui-même donné ces chiffres. Je vous propose par ailleurs de suivre un élément là-dessus. Après, on revient pour en discuter. Les travaux du Salon international de l'habitat ont tourné vers le financement du logement social. Contraintes, enjeux et défis. Au deuxième jour de la rencontre, le Maroc s'est vanté de sa politique d'accès au logement en mettant le citoyen au cœur de l'habitat social. La problématique de l'habitat a été décidée comme priorité nationale. Donc il fallait travailler sur tous les moyens et les outils pour aboutir dans cette priorité nationale. Pour la réduction de l'insécurité dans les bidonvilles, de grandes réalisations sont notées. Au moins une soixantaine de villes marocaines suivent ce modèle d'aménagement. Nous avions recensé 85 villes avec bidonville. Maintenant, nous sommes à 58 villes déclarées sans bidonville et à plusieurs, de plusieurs manières. Il y a les aides directes aux bidonvillois et il y a l'aménagement des territoires sur lesquels on les déplace. La politique d'habitat du Maroc est considérée comme un exemple dans le continent africain. Le Mali compte d'ailleurs copier les mécanismes de réussite du royaume. Le mécanisme est basé sur la connaissance et la maîtrise d'abord de la situation des terres. Et c'est à partir de là qu'on va créer l'ensemble des éléments économiques qui peuvent se greffer sur cette maîtrise du foncier. Et donc, c'est cela la rationalité de la démarche marocaine qui m'intéresse. Le déficit de logement dans la zone de l'Union économique monétaire ouest-africaine est estimé à 3 500 000 unités. D'où la création d'un fonds de liquidité pour l'habitat social, une façon d'absorber de manière efficiente ce gap dans la région. Alors, un sujet réalisé à l'occasion du Salon de l'habitat qui s'est passé la semaine dernière ici à Dakar, réalisé par notre confrère Amadou Sabarba. Que pensez-vous déjà de ce reportage? Je pense que c'est une excellente chose que de penser à l'habitat. Vous savez, le développement de l'habitat
n'entraîne pas ipso facto une baisse immédiate des prix. Hein. Parce que je me souviens, l'ancien régime, avec le président Abdoulaye Wade, avait choisi de dire nous allons augmenter l'offre de location, ça va faire baisser les prix, l'offre donc de logement. Ça n'a pas baissé, parce qu'il y a plusieurs autres considérations qui entrent en jeu. Donc aujourd'hui, augmenter l'habitat social, oui, mais il faudrait aussi que la SNHLM, par exemple, comme ces structures-là, puissent aussi faire donc, de la location. Vous comprenez? Parce que vous vous imaginez, si un organisme de l'État fait de la location, à ce moment-là, cette location va être plus respectueuse des textes. Et elle va donner un peu le tempo, donner le là sur les prix de la location dans une zone. C'est pour cela d'ailleurs, je ne vous coupe pas, pour l'habitat social, on fait appel à l'expertise marocaine comme exemple pour désengorger les grandes villes, à l'exemple de Dakar. Exactement, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui jouent en faveur de l'augmentation des prix, parce que nous n'avons pas suffisamment de terre sur Dakar, tout le monde vient à Dakar, et nous construisons pas en hauteur mais en villa. C'est la raison pour laquelle le chef de l'État a proposé que l'on puisse développer aussi l'habitation en hauteur. Pour que l'on puisse avoir donc des densités au kilomètre carré plus élevées, ce qui va permettre aussi de jouer sur les coûts d'accès. Parce qu'un appartement coûte moins cher qu'une villa, en principe. Et rapidement, avant de passer la parole à M. Dieng, on parle du pôle urbain de Diamniadio qui est déjà un grand chantier en construction. Justement, sur ce point-là, par rapport au prix et à la disposition des loyers. Tout à fait, tout à fait. Je pense que le pôle urbain de Diamniadio a été bien pensé dans la mesure où cela va désengorger la ville, d'une part. Donc cela va se rapprocher d'un centre économique qui va se créer autour. Mais en même temps, cela va, pour l'instant, les prix proposés, envisagés, sont encore dans un domaine assez intéressant. Mais il faudrait pas... seront-ils à la portée de tous? Non, parce que tout le monde ne pourra pas avoir une maison. Mais tout le monde devrait avoir un toit. Il y a une différence. Parce que quelqu'un peut ne pas avoir un titre foncier, mais avoir la possibilité de vivre décemment dans une maison et de ne pas avoir des problèmes liés à des paiements de location. Mais aujourd'hui, l'idée, c'est de dire comment faire pour que le maximum de Sénégalais puissent accéder à un toit. Dans les meilleures conditions, dans des conditions de salubrité et de sécurité, parce que le président en parlait aussi de la sécurité dans les constructions. Vous savez, ce qui se passe, c'est que nous avons vu beaucoup d'effondrements d'immeubles. Parce que tout simplement, à un moment donné, les gens étaient en train de construire, n'ont pas respecté les normes. Vous voyez, Diamniadio, c'est une zone où la terre est assez spéciale. Il faut construire de manière spéciale pour faire fonctionner les bâtiments là-bas. Sinon, vous aurez donc des fissures aussi béantes que vous pourriez essayer de placer votre main dedans. Donc, là aussi, les promoteurs ont le challenge de respecter des normes de construction supérieure aux normes traditionnelles, parce que là-bas, nous avons de la marne gonflante, de l'argile qui bouge, etc. Et je pense qu'il est important que les gens puissent respecter les normes de construction pour offrir des logements garantis. Voilà, Monsieur Dieng, Momar Ndao l'a dit dans ses propos, il faudrait qu'on cherche une politique pour offrir à tout le monde un toit, d'où la création du pôle urbain de Diamniadio qui est en plein chantier et tout. Pensez-vous, êtes-vous d'avis que cela constitue une solution au problème des personnes qui cherchent un toit décent? Mais tout à fait, toutes les explications qu'il a données par rapport à ce sujet bien précis sont vraiment des sujets très intéressants et qui s'avèrent vrais. Maintenant, le problème de cet événement dans lequel on vient de sortir, qui est le salon de l'habitat dit social, c'était plutôt pour moi le salon de l'habitat de luxe. Parce que ce qu'on a vu là-bas, c'est des promoteurs qui proposaient vraiment des habitats de luxe. Parce que moi, l'habitat social, selon mon entendement et selon les moyens
à la portée de ceux qui sont à la recherche d'un toit dans un pays comme le nôtre, c'est peut-être 2 chambres et un salon, au maximum. Maintenant, cela veut dire qu'il faut changer de mode de vie. Ce n'est plus celui qu'on a, où vous avez le grand-père, les enfants, les petits-enfants. Ça, c'est terminé. Il faut penser à ça, préparer les gens à ça. Mais de l'autre côté, aussi, il ne faut pas que les vœux du président de la République, qui sont louables, qui sont faisables, la baisse du loyer est possible, elle est faisable. L'habitat social, elle est possible, elle est faisable. Mais il faut en faire un travail sérieux, pensé. On parle du pôle de Diamniadio, mais il aurait été bon que nous autres associations de consommateurs, nous ayons une idée des superficies destinées à l'habitat social, parce que c'est un fourre-tout Diamniadio. On nous parle de zones d'aménagement concerté ou de zones économiques, de pôles industriels où les investisseurs... C'est très compliqué. Il y a du tout dans ce pôle dont la superficie, en tout cas exacte, destinée à l'habitat social, n'est pas précisée. À part des zones extra-Diamniadio, qui vont vers Thiès, qui vont vers Mbour, etc. Mais dans la clarté des explications et des données, il faut le faire. Mais d'autre part aussi, il y a le processus d'application de la loi 2016-31 du 8 novembre 2016 portant loi d'orientation sur l'habitat social, où il est dit que, par exemple, les terres sont données gratuitement. Si je ne m'abuse, mon ami Moumar peut-être pourra me rectifier, elles sont données aux promoteurs ou aux coopératives d'habitat. Mais quels sont les promoteurs et les coopératives à qui on va donner ça? Est-ce qu'elles répondent aux critères? C'est au salon que j'ai appris, et venant d'étrangers, qu'il y a 20 promoteurs agréés pour l'habitat social. Qui sont-ils? Quels sont les critères qu'ils ont remplis? Parce qu'on a vu aujourd'hui qu'il y a un collectif de promoteurs immobiliers véreux. Vous avez des groupes qui ont fait beaucoup de publicité à travers les médias nationaux et internationaux. J'en cite un connu de tous, c'est le groupe SCAC Afrique. Mais c'était au vu et su de tout le monde parce que la publicité n'est pas réglementée. Alors, si à ce salon, vous avez des promoteurs qui, au départ, comme tous les autres promoteurs, sont bien, mais à l'arrivée, après avoir encaissé, s'en vont, quels que soient les investisseurs d'où qu'ils viennent, Madoff, il est américain, donc très puissant, pourtant il a grugé des gens, qu'ils viennent de n'importe quelle France, Maroc ou autre, cela peut nous arriver. Donc, je pense qu'on doit associer les acteurs dès qu'une idée aussi géniale que celle du président de la République sorte et qu'on y travaille, qu'on ne se précipite pas à commettre ces erreurs. Parce que ce qui s'est passé avec certains promoteurs immobiliers, à l'époque, je ne dis pas dans l'avènement du président Macky Sall, vous avez un promoteur qu'on a photographié avec le président de la République, le saluant dans son stand. Eh bien, le gars, dans la salle d'attente, on montre le gars en train de saluer le président. On dit, ah, celui-là, il est avec le président, il est bien. Mais tous ces détails font qu'au finish, les gens ont peur. Ils ne savent pas à quoi s'en tenir. La loi sur l'habitat social, on ne sait pas qui va faire quoi. Même les investisseurs, et ça c'est pour les investisseurs. Les investisseurs ne doivent pas seulement s'adresser à l'État. Ils doivent être ouverts, discuter. Moi j'aurais compris qu'il y ait des salons périodiques, un endroit où les gens viennent présenter leurs produits, échanger. Parlez aussi avec les associations de consommateurs, parce que c'est leur rôle. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui, il n'y a que quelques rares associations qui ont un agrément reconnu officiellement avec des critères de rigueur tels que
ils sont censés représenter les associations sur le plan moral et tout, dont la SCOSEN et l'Union nationale des consommateurs du Sénégal. Mais l'État fuit ses responsabilités en ne faisant pas de ses interlocuteurs des gens capables d'éviter aux futurs demandeurs d'habitat social cela. Parce que dans les demandeurs, vous avez la marchande de poissons, la marchande de cacahuètes, etc. Mais ces petits revenus-là, mais vraiment, si on ne les assure pas, si on ne prend pas les dispositions nécessaires avant de leur demander d'investir, on va se retrouver avec des coopératives d'habitat qui déjà posent problème parce que vous avez des centaines et des centaines de coopératives d'habitat qui existent, dont 60% sont morts-nés. Ça, c'est un scandale dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Donc, bref, pour résumer, c'est une excellente idée, mais qui mérite de ne plus faire partie d'un agenda événementiel. C'est un travail sérieux auquel on attend au finish le principal promoteur qui est le président de la République qui a demandé à ce qu'il y ait un habitat, un toit pour tous et des loyers abordables. Donc c'est lui qui va rendre compte aux populations. Donc on doit l'aider à préparer ce travail, mais ne pas l'amener dans des événements où demain, s'il y a erreur, il sera seul comptable. Et résoudre ce problème passera peut-être par une bonne amélioration des conditions, surtout des consommateurs. Bon, il y a un déficit en unités de logement qui est estimé en 2017 à 30 000 unités comme ça. Auparavant, il y avait la SICAP qui assurait peut-être le concept location-vente. Mais maintenant, avec les promoteurs immobiliers et tout, ça pose problème. Surtout du côté des investisseurs et des banques. Oui, en fait, bon, c'est vrai qu'il y a toujours la possibilité d'acheter un logement. Donc, disons, à crédit, hein, parce qu'aujourd'hui, les banques font de plus en plus d'efforts. Il est vrai que la BHS fait un excellent travail dans ce sens-là et fait des prêts même qui frisent la concession, c'est-à-dire avec des taux qui peuvent aller jusqu'à 6%. Donc, et je pense que ça, c'est important. C'est-à-dire baisser le coût d'accès au financement pour le logement. Mais l'autre élément important aussi, c'est que plus on va donner la possibilité à des privés d'investir dans l'immobilier, plus il va falloir les gérer, les surveiller, faire de la régulation. Et c'est extrêmement important et c'est dans ce cadre que le premier texte qui est en cours, qui va être un élément de base pour la gestion des acteurs de l'immobilier, qui est en train d'être discuté, va dans ce sens-là. Parce que quand l'État va dire « venez construire, je vous donne toutes les facilités qui vous permettent de le faire pour que le prix soit faible », il ne faut pas qu'ils utilisent tous ces efforts de l'État pour continuer à mettre les prix à des niveaux extrêmement élevés. Bon, l'autre élément aussi, c'est qu'il faudrait que la qualité du travail qui est fourni, la qualité des logements qui est offert, doit être une qualité irréprochable. Et pour tout cela, il faut qu'il y ait quelqu'un qui surveille tout ça. Et c'est l'État. Et c'est la raison pour laquelle l'idée qui a été annoncée ici par mon ami Jean-Pierre Dieng, qui est un observatoire donc, du logement, c'est une idée qui avait déjà été annoncée par la commission de réflexion sur la baisse du loyer. Et où en est-elle? Et bon, elle est toujours au même point. Nous avions proposé qu'il y ait un observatoire de l'immobilier et du logement. Quand on dit immobilier, c'est les promoteurs, etc. Parce qu'on avait vu qu'il y avait beaucoup de promoteurs qui utilisaient un peu la naïveté en tout cas des demandeurs de terrain ou de maisons pour les gruger, etc. Et donc l'idée aujourd'hui, c'est de dire, pour être promoteur, il faut donner des garanties et l'État va vous surveiller. De sorte que l'on puisse aussi protéger les intérêts des petits revenus et de toutes ces personnes qui vont essayer de s'engouffrer dans des projets immobiliers alors que c'est des projets fictifs. Et donc pour cela, il faut que la régulation soit assurée. Et pour cela, aujourd'hui, l'État doit mettre en place pour nous une structure ad hoc, une structure spécialisée dans l'immobilier et le loyer, pour pouvoir superviser et veiller à ce que les intérêts des usagers soient préservés. Jean-Pierre Dieng, partagez-vous l'avis de Momar Ndao? Tout à fait. Je me marre un peu parce que souvent,
on dit Jean-Pierre Moumar, c'est 2 ans. Non, moi, vous savez, M. Ndao maîtrise parfaitement les sujets de consommation de notre pays. La manière, la démarche, peut-être, des fois on s'entend, des fois on ne s'entend pas, c'est comme ça. Mais dans ce cas précis, ce qu'il a dit sur les garde-fous, une structure doit le faire. Mais de grâce, l'État, 2 structures au moins, 2 associations de consommateurs, parce qu'on ne peut pas parler d'associations de consommateurs au Sénégal sérieuses sans parler d'Ascosen et de l'UNCS. Et ils s'entendront forcément quand il s'agira de mettre en œuvre au moins cet instrument de régulation qui manque. On le fait, mais au passage, comme il l'a dit pour la Banque de l'Habitat au Sénégal, pourquoi choisir des fonds de ceci, des fonds de cela, alors que tous les Sénégalais sont unanimes à dire que la BHS remplit bel et bien son travail par rapport au taux. Maintenant, il faut voir comment améliorer ou comment augmenter ces domaines d'intervention. Mais on parle du fonds GELOP, c'est un fonds, je crois, destiné à subventionner les gens dans le secteur de l'habitat social, mais peut-être que c'est des nouveaux qui vont venir là-bas, alors que vous avez à la BHS des gens expérimentés qui pourront intervenir à ce niveau. Donc à ce niveau-là, je pense qu'il faut mettre en œuvre l'expérience des associations de consommateurs qui veulent vraiment que cette affaire d'habitat et de loyer soit quelque chose d'effectif, parce que je répète encore une fois, je ne défends pas le président de la République, mais ce vœu est défendable et réalisable avec des gens qui veulent vraiment faire les choses à point. Parlons du président de la République, Macky Sall. Il a même déclaré, je cite, « La manière dont nous construisons brique après brique est complètement dépassée. Il faut que les nouvelles technologies de construction soient adaptées à nos process. » Qu'en pensez-vous? Oui, je pense que les techniques de construction sont toujours en train de... Ça, c'est pour évoquer l'aspect sécuritaire. Voilà. Et puis, à ce qui est technique, rentabilité, etc. Bon, c'est vrai que pendant longtemps, on a travaillé pierre par pierre, mais quand on veut faire des gratte-ciel, en général, on fait ce qu'on appelle donc des moulages, quoi. On met le béton donc, dans des coffres, on fait un coffrage, et en général, on les utilise plus qu'on utilise des briques. On continue toujours d'utiliser des briques, mais aujourd'hui même, on peut imprimer une maison. C'est-à-dire, vous concevez la maison sur ordinateur, vous pilotez une machine qui va couler le béton jusqu'à construire la maison. Ça existe aujourd'hui. Donc, comme une imprimante 3D, vous imprimez votre maison en 3D, mais c'est une imprimante qui construit une maison. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, les technologies continuent d'avancer. Et qu'il faudrait qu'on puisse arriver à trouver la technologie la plus adéquate à ce que nous avons comme besoin de construction. Et je voudrais louer ici l'expertise de certains Sénégalais qui ont inventé des manières de faire des parpaings, des manières de faire des ouvertures, etc. Je veux citer par exemple le professeur Mbakenyan, qui est un ingénieur sénégalais et architecte, et qui a inventé des choses donc qu'il faudrait aussi pouvoir valoriser, qui permettent d'améliorer le coût, mais en même temps l'adaptation au climat, parce que vous savez les aspects climatiques donc, du logement doivent être pris en compte, mais en même temps aussi qui gère à la fois aussi l'esthétique, etc. Et donc, il est possible de construire des maisons moins énergivores, parce que pour moi, la plus grande aberration, c'était de chauffer de l'eau avec des chauffe-eau électriques, alors qu'on est dans un pays qui avait des difficultés énergétiques. Et que nous avons du soleil à plus de 3000, presque 500 heures par année, et donc, on doit pouvoir chauffer de l'eau avec un chauffe-eau solaire. Donc, mais pour cela, il faudrait qu'il y ait une politique de l'État pour encourager l'accès
donc des usagers à la technologie solaire, etc. Et ces encouragements devraient pouvoir permettre aussi d'aller dans le sens donc, Et c'est l'occasion aussi de former les jeunes parce qu'à l'époque il y avait une école d'architecture, mais il faut encourager, c'est aussi la participation à la création d'emplois, parce que c'est bien les dimensions 3D en informatique où on nous montre des maisons avec des pavés extraordinaires, vraiment le luxe étincelant, mais elles ne confortent pas ce que demande le président de la République en termes sécuritaires. Ce que demande le président de la République, c'est que des personnes faites de chair et d'os puissent dans les laboratoires voir les matériaux adaptés. Parce que vous avez vu le changement climatique. Imaginez ces jours-ci la chaleur qu'il fait à Dakar, mais avec une toiture en zinc, et pourtant les toitures en zinc étaient très prisées à l'époque dans nos régions, mais il faut que ça change. Mais ça, il faut donner à ce secteur tout le potentiel nécessaire pour y travailler. Voilà. Et ça ramène à cette fameuse structure que je verrai bien, où tout ce qui touche au toit, là où il y a les réclamations, là les régulations, là où on fait des expositions de briques ou bien de maisons très aérées, etc. Mais quand quelqu'un veut parler d'habitat et de toit, il rentre dans ce bâtiment, il trouve où? Il trouve des gens qui cherchent comment construire à meilleur prix et avec des matériaux adaptés au pays. Recherche et développement. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Le dernier mot, peut-être, Monsieur Ndao? Bon, dire deux choses. La première, c'est qu'il faut que chaque consommateur prenne sur lui ce que lui donnent les textes. Et que si le texte vous dit que vous avez le droit de réclamer, réclamez. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'il faudrait que l'État encadre la promotion immobilière pour garantir un accès le plus large possible à moindre coût au maximum de consommateurs. Voilà, rapidement, M. Dieng, nous avons 15 d'appeler l'ASCOSEN à travailler à l'UNCS à un événement heureux pour que l'habitat social, la baisse du loyer soit pris en compte par l'État et qu'ensemble, nous travaillons à ça, puisque nous arrivons à nous entendre sur ce concept faisable et réalisable, mais qu'enfin, que l'État, parce que nous supposons défendre les consommateurs, en tout cas moi, en ce qui me concerne, je sais que M. Ndao le fait tant bien que mal. Voilà, moi, je ne peux pas me juger, mais je pense, et aussi avec l'aide des médias, parce que les médias sont supposés être les porteurs de voix des associations de consommateurs. Et sur ce point, nous allons ajouter notre pierre à l'édifice. Comme vous l'avez compris, c'est la fin de ce débrief. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre débrief sur Médian TV Afrique.